Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Entre deux, émission consacrée à 100% au basket féminin. Aujourd'hui au menu, on va parler de l'Afro-Basket dont l'épilogue a eu lieu hier, dimanche, avec les finales qui se sont déroulées, et c'est le Nigeria qui a remporté l'Afro-Basket. Nous allons parler également du Sénégal et du Mali qui sont sur le podium. Nous allons également faire un point WNBA comme d'habitude. Cette fois-ci, je ne vais pas m'attarder sur une franchise ou deux franchises en particulier, puisque justement, on parle un petit peu plus de l'Afro-Basket, on parle un petit peu plus de l'actualité brûlante. Un petit point sur quelques infos et un petit point mercato également, et puis une petite surprise à la fin pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer prochainement sur WeBasket. Alors, nous allons donc commencer par ce qui s'est passé donc à l'Afro-Basket, donc à l'instar de l'Eurobasket qui a eu lieu au mois de juin en Europe et qui a vu la victoire de l'Espagne sur la France avec la 3e place de la Serbie. Eh bien, là, ces 2 dernières semaines a eu lieu l'Afro-Basket, donc le championnat africain des nations. Et c'est le Nigeria qui a remporté cette compétition. Hop, voilà, Nigeria, nouveau roi d'Afrique. Alors, pas tout à fait tout nouveau, puisque le Nigeria conserve son titre, en fait, qu'il avait acquis en 2017. Donc déjà, sur la dernière édition, il y a 2 ans. Maintenant, les éditions ont lieu tous les 2 ans. Mais en fait, vous allez comprendre un petit peu plus tard, quand je vais parler du Sénégal, en fait, le Sénégal règne sur le championnat d'Afrique, des Nations depuis la création en fait. Et le Nigeria finalement c'est assez récent. On voit que les Nigérianes avaient obtenu leur première médaille en 1997 avec une 3e place. Qu'elles avaient eu même chose, un doublé 2003-2005. Donc deux compétitions remportées consécutivement en 2003 et en 2005. Donc voilà, il y a une quinzaine d'années. Et là, à nouveau, 2 compétitions consécutives, donc une belle génération, notamment emmenée par Ezine Kalou-Phelps, Ezine Kalou, appelée plus communément, qui a été élue MVP, qui sera une des meneuses de Landerneau, Bretagne Basket, qui évolue donc en première ligue, j'allais dire en ligue féminine, donc en ligue 1 de basket féminin en France. Donc on retrouvera la MVP de l'Afro-Basket cette saison en France. Donc on regarde un tout petit peu ses stats. Elle a tourné à 13 points, 3,2 passes décisives, 3 interceptions et 2,6 rebonds. Et en fait, vous voyez un petit peu là sur la droite, c'est l'infographique, la petite publication qui a été faite sur WeBasket TV, c'est le score final 60-55. C'était un match très serré, un match très fermé, donc ça c'est la finale de l'Afro-Basket. Le Sénégal à domicile a chuté dans un match serré face au Nigeria, donc c'était la même finale qu'il y a 2 ans, en tout cas la même affiche qu'il y a 2 ans. Et à 2 minutes de la fin, ça faisait encore 54 partout. Le Sénégal n'a marqué qu'un point en 2 minutes, et là où le Nigeria s'est envolé. Puis effectivement, à la fin, il y a aussi toujours un petit peu le jeu des fautes et des lancers francs. Donc c'était un match très très serré, grosse déception pour le Sénégal. Bravo aux Nigérianes qui font le back-to-back. Et je vais parler aussi un petit peu donc du Sénégal. Pourquoi le Nigeria, nouveau roi? Alors nouveau roi, ce sera à confirmer, puisque vous voyez que c'est relativement récent et éphémère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai roi d'Afrique, c'est le Sénégal, en tout cas pour ce qui concerne le basket féminin. Sur le basket masculin aussi. Sur le basket masculin, le Sénégal domine historiquement l'Afrique. Mais il y a une nouvelle donne aussi. Donc c'est la nation la plus titrée de l'histoire, le Sénégal. Il faut savoir que le Sénégal a toujours été sur le podium depuis la création de la compétition. Donc la première édition a lieu en 1970, il y a eu 19 éditions, donc jusque celle-ci en 2019. Et le Sénégal a gagné 9 fois sur 19. Donc plus de la moitié des titres ont été glanés par le Sénégal. Et ensuite, voilà, sur les... Non, pas plus de la moitié, un tout petit peu moins de la moitié d'ailleurs, 9 sur 19
environ 50% dirons-nous. Et donc sur les 10 autres éditions, le Sénégal a toujours été sur le podium de toute façon. C'était la 6e fois que le Sénégal organisait la compétition. Et en fait, sur les 2 dernières fois que le Sénégal a organisé la compétition, les Lions du Sénégal ont perdu en finale. Cette fois-ci contre le Nigeria. Et en 2007, c'était contre le Mali. Les 4 premières fois, à chaque fois, le Sénégal a gagné la compétition. Donc il y a une vraie déception au Sénégal, je l'imagine, et on la devine assez facilement. Je vous ai mis là ici en photo le podium. Voilà le podium des médailles d'argent, un petit peu comme toujours. Quand on est médaille d'argent, on fait la gueule parce qu'on vient de perdre un match. Et là, on aperçoit Bintou Marizi Diémé, Mame Marie Sy Diop et Lala Wan, 3 joueuses qu'on connaît bien en France, puisque Bintou et Mame Marie étaient en Ligue féminine cette année. Bintou Marizi Diémé à Saint-Amand, Mame Marie Sy Diop à l'ESBVA, donc à Villeneuve d'Ascq. Et Lala Wan était elle en NF1 à Orthez, elle y sera encore l'année prochaine. Et elle a notamment été élue MVP de la finale du Trophée Coupe de France remportée par Orthez cette année. Un petit point sur le 5 majeur de la compétition. On y retrouve Touti Gandega, l'arrière du Mali et de l'UFAB 49, du club d'Angers en fait, qui évolue en Ligue 2. Et Zinkalou, qui évolue donc l'année prochaine, qui va évoluer à Landerneau, donc la meneuse MVP du Nigeria. Astou Traoré, une légende du Sénégal, qui évolue à Gérone, donc dans l'une des 2 top équipes d'Espagne, d'ailleurs, avec l'autre joueuse de Gérone, c'est Leia Dong, la joueuse du Mozambique, qui est la 5e là, sur l'infographie. Et puis Evelyne Akator, elle joue dans l'autre équipe dominante en Espagne, qui est celle de Salamanque, Perfumerias Avenida Salamanque. Donc ce sont des joueuses qu'on va retrouver en Coupe d'Europe. Et grosso modo, sur le podium, c'est un podium franco-espagnol au niveau des clubs concernés par ces joueuses-là. Un point sur le Mali. Quand même, le Mali, en fait, c'est exactement le même podium qu'en 2017, puisque le Nigeria a battu le Sénégal en finale et le Mali a fini 3e. Et me semble-t-il, j'ai oublié de vérifier, me semble-t-il que c'était exactement la même affiche aussi, c'était Mali-Mozambique, je crois, pour le match pour la 3e place. Donc le Mali l'a emporté, assez largement, j'ai plus le score sous les yeux, mais en tout cas, nous, on l'a publié sur WeBasket, si vous voulez avoir l'information, elle est facile à trouver. Félicitations tout de même au Mali, qui confirme donc une médaille de bronze acquise en 2017, nouvelle médaille de bronze en 2019, 5 fois sur le podium depuis les 7 dernières éditions. Et avant ça, le Mali était complètement absent des podiums. Donc, le Mali est un pays qui arrive en force assez récemment au niveau de l'Afrique. Je l'avais déjà signalé, je crois, au niveau du mondial U20, où le Mali avait terminé, je crois, 5e du mondial U20 chez les filles. Et rappelez-vous que chez les garçons, je crois que ça concerne les U19 ou les U20 aussi, chez les garçons, le Mali a terminé 2e en éliminant l'équipe de France au mondial. Donc le Mali structure, en tout cas, c'est évident, il y a des résultats au niveau du Mali depuis un certain nombre d'années. Donc bravo à eux. Donc voilà, 5 fois sur le podium depuis les 7 dernières éditions, et jamais sur le podium auparavant. Et c'est une nation entraînée par un Français qui s'appelle Sylvain Lautier, bien connu des suiveurs du basket masculin en France, puisqu'il a exercé à Nancy, Levallois, Boulazac, en Pro A et un peu en Pro B également. Et puis il a aussi entraîné des clubs de National 1, National 2. Et notamment, c'est un des rares coachs français à avoir gagné une Coupe d'Europe. Il a gagné une Coupe d'Europe avec Nancy en 2002. Donc bravo à lui. Avant d'entraîner le Mali, donc il a aussi gagné la médaille de bronze en 2017 avec le Mali féminin, et avant ça, il entraînait le Mali masculin. Donc bravo au Mali, bravo quand même au Sénégal aussi, même si je sais que le Sénégal, voilà, quand on a l'habitude de gagner tout le temps, on est déçu de faire 2e. Mais en tout cas, on peut dire que la finale a été très disputée, donc le Sénégal, je pense, peut sortir de la compétition à la tête haute. Quand on perd de 5 points et qu'à 2 minutes de la fin, on est encore à match nul, c'est que vraiment on a fait le travail. Alors ensuite, c'est le sport, c'est comme ça. Et bravo au Nigeria pour le 2e titre d'affilée. Oui, il y a une joueuse aussi du Nigeria qui s'appelle Promise Amukamara,
qu'on va retrouver acharnées cette année en Ligue féminine de basket. Donc on aura 2 joueuses championnes d'Afrique dans le championnat de France. Et alors 2 ou 3 jours, je ne sais pas vraiment au niveau du Sénégal, puisque que ce soit Bintou Marizi ou Mame Marie Diop, a priori, elles n'ont pas de club pour l'année prochaine. En tout cas, pas à ma connaissance. 2 bonnes joueuses de première division de basket féminin, ce serait bien de les revoir l'année prochaine. Allez, on va passer au sujet suivant. J'avais oublié de descendre le menu. Donc on va passer au sujet de la WNBA. Hop, la WNBA, c'est là. Alors, comme maintenant j'en ai pris l'habitude, je vous fais un point sur le classement de la semaine dernière. Voilà, donc j'avais terminé sur ce classement-là la dernière fois. Donc Washington, Connecticut, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Seattle, Minnesota, Phoenix, etc., etc. Les résultats de la semaine. Alors, encore une grosse domination de Washington qui a gagné ses 3 matchs. Donc vous voyez, il y a eu des matchs mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Encore, on va dire, des sous-performances de New York et d'Atlanta qui ont perdu tous leurs matchs. New York ayant perdu 3 matchs et Atlanta, je pense qu'ils en ont joué que 2. C'est ça. Donc vous voyez, Minnesota a battu New York, Atlanta a perdu à Las Vegas, Seattle a perdu à Washington, Los Angeles a perdu à Dallas, Connecticut a gagné à Phoenix. Je vous mets dans l'ordre américain, c'est toujours pareil, les Américains mettent d'abord l'équipe à l'extérieur et ensuite l'équipe à domicile. Seattle a perdu à Connecticut, Los Angeles a perdu à Chicago, New York a perdu à Dallas, Washington a gagné à Minnesota, Atlanta a perdu à Phoenix, et dimanche, donc Dallas a perdu à Connecticut, Indiana a perdu à Washington, avec un gros score, 107 points marqués par Washington, j'en parle juste après. Las Vegas est allé gagner à Chicago, New York a perdu à Phoenix, et Minnesota a perdu à Seattle. Quelques petits points sur ce qui s'est passé. Il y a quand même un petit peu toujours des points très intéressants chaque semaine. Ça, c'est ce qui est appréciable avec la NBA et la WNBA, c'est qu'ils sont très au point au niveau de leurs statistiques. À chaque fois qu'il y a un record qui tombe ou qu'il y a une performance, la meilleure performance de l'année qui tombe, on est au courant. Là, il suffit de fouiller un petit peu. Là, par exemple, on a Odyssey Sims, dont j'avais légèrement parlé dans la présentation des Lynx du Minnesota, qui a réalisé son record de l'année. Elle a marqué 30 points et elle a battu un record de la franchise, c'est-à-dire qu'en fait, elle a mis 11 sur 14 au tir et 8 sur 8 en troisième quart-temps. Donc sur un quart-temps, elle a mis 8 sur 8, c'est le record de la franchise. Washington, je vous en ai parlé, Washington a fait un gros match contre l'Indiana Fever, et il y a 2 records entre guillemets qui sont tombés. Un record de tous les temps en WNBA, c'est-à-dire 18 paniers à 3 points marqués en un match. C'est le record absolu en WNBA, ça a été battu donc ce dimanche par Washington, emmené par Elena Deldon, ici à l'écran, face à Indiana Fever. Et en plus, elles ont battu le record de la saison en nombre de points marqués, 107 points marqués en un match, c'est le record de la saison. Et il y a un autre record qui est tombé, c'est au niveau du nombre cumulé de passes décisives en carrière, en fait, le nombre cumulé de passes décisives en carrière pour la même franchise, c'est Natasha Cloud qui a dépassé les 570 passes décisives chez Washington, dans la franchise de Washington. Et donc qui a battu le record de la franchise. Voilà pour les petites infos, je trouve ça super. Vraiment, j'invite les clubs français à faire la même chose, à essayer de suivre leurs statistiques, notamment leurs statistiques historiques de clubs. Mais aussi, alors c'est un petit peu plus compliqué, il faut essayer d'aller fouiller. Nous, on essaie de le faire, je vous garantis que c'est pas forcément facile de trouver les statistiques un petit peu de la LFB, de la Ligue féminine de basket. Là, en WNBA, effectivement, il y a une culture à ce niveau-là. Et je trouve ça bien parce que ça met toujours en valeur les filles, leurs performances, et puis ça crée toujours un petit événement, et forcément, ça crée de l'attraction
Et voilà, c'est aussi une manière de donner la lumière sur les performances par des chiffres. Il n'y a pas que les chiffres dans la vie, mais ça donne un éclairage. Ça montre aux fans un petit peu voilà, qu'il se passe des choses et puis il y a des records qui sont battus et voilà, en allant dans les salles, en suivant les matchs, on peut assister à des performances historiques. Ou au moins des performances annuelles. Parce que tous les ans, on a les meilleurs marqueurs, contreurs, passeurs, rebondeurs. Voilà, voilà. Alors, le classement après cette semaine historique, comme toutes les semaines, je pense que toutes les semaines, il se passe quelque chose. Enfin, ça fait 2 semaines que je le fais et à chaque fois, il y a des records qui tombent. Bon, en tout cas, la semaine dernière, c'était Simone Augustus qui était rentrée dans le top 10 des meilleures marqueuses de tous les temps. Voilà, c'est ça aussi, des choses très très intéressantes. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Il y a quand même des enseignements. Hein, il y a eu 3 changements de place. Las Vegas a pris la 3e place à Los Angeles. Phoenix a pris la 3e place à Minnesota. Et le pauvre New York Libertine Marine Johannes et de Bria Hartley, qui a perdu ses 3 matchs, a perdu une place face à Dallas, qui a gagné un match, donc qui est passé devant, à la 10e place. A priori, quand même, les places pour les playoffs, elles sont quand même assez évidentes pour l'instant. Minnesota a fait une bonne semaine et arrive à presque 50% de victoires, hein, 13 victoires pour 14 défaites. Indiana est quand même assez loin, 9 victoires, donc à 4 victoires, il faut aller faire 4 victoires. Rappelez-vous, il y a 34 matchs. Là, Washington, par exemple, on est à 27. Là où il y a les petites croix, ça veut dire que les équipes sont déjà qualifiées. Oui, d'ailleurs, ici c'est marqué clinched. Ça, c'est une publication hein, de l'équipe de Washington Mystics. Clinched, ça veut dire qualifié. C'est verrouillé. Donc les 3 équipes qui ont une petite croix là devant elles sont qualifiées d'ores et déjà pour les playoffs. C'est la première semaine, on a des équipes qualifiées pour les playoffs. Ensuite, nous allons voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on a ces 3 équipes là qui se détachent. Aujourd'hui, j'ai failli parler, j'ai pas eu finalement suffisamment de temps hein, pour préparer l'émission. J'ai failli parler des Los Angeles Sparks toute seule parce qu'en fait, les 3 autres équipes sont vraiment tellement au coude à coude. Mais bon, on verra comment je m'organise la semaine prochaine. Probablement, en tout cas, je parlerai de Los Angeles, peut-être avec une autre franchise, peut-être tout seul, on verra bien. Allez, on passe au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Info et Mercato. Info et Mercato. Alors, oui, il s'est passé 2-3 petites choses quand même cette semaine. On était plutôt en vacances là depuis 2-3 semaines. J'avais beaucoup parlé de WNBA et pas trop d'autres choses. Là, on a deux grosses infos qui sont sorties. Il y a une bombe, en fait, on peut appeler ça comme ça, c'est Olivia Epoupa qui quitte l'Europe et qui va jouer donc à Canberra, donc qui est la capitale administrative de l'Australie, pour l'équipe qui s'appelle University of Canberra Capitals. Pour rappel, Olivia Epoupa, donc c'est la meneuse de l'équipe de France, hein, si vous ne la connaissez pas. En tout cas, si vous ne connaissez pas Olivia Epoupa, bienvenue dans cette émission. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le basket féminin, c'est passionnant. Donc c'est la meneuse de l'équipe de France, elle mesure 1m75, elle a 25 ans, et elle rejoint notamment Lelani Mitchell qui a joué quelques années à Arras, et Mariana Tolo qui a notamment joué à Bourges. Donc ils sont 2 Australiennes qui jouent dans cette équipe de Canberra. Olivia Epoupa avec Beşiktaş l'an dernier, donc elle était en Turquie. Elle avait fait une première saison en Turquie il y a 2 saisons à Galatasaray, et là elle était à Beşiktaş, elle a joué l'Eurocoupe. Donc elle tournait à 2,9 points de moyenne par match, et 6 rebonds, 10,8 et 5,8 rebonds en Coupe d'Europe, avec 2,7 passes décisives et 2,1 interceptions. Quand même, lumière sur son Eurobasket, elle a fait un énorme Eurobasket, Olivia Epoupa, avec 8,3 points, c'était pas au niveau du scoring où on l'attendait, et elle a été tout à fait correcte. 6,2 rebonds, c'est absolument pas où on l'attend habituellement, à savoir que c'était la 17e rebondeuse de tout le championnat d'Europe. Il y a 16 équipes dans le championnat d'Europe. Donc en fait, c'était même la 2e rebondeuse derrière Sandrine Gruda de l'équipe de France. Donc toujours très présente au rebond. 5,3 passes décisives, elle a haussé son niveau de jeu au niveau des passes décisives. Donc c'était la 2e meilleure passeuse de la compétition, derrière Nika Baric, la Slovène. Et puis 2,7 interceptions, c'était la 2e interceptrice derrière Joey Lidam, la Britannique.
Donc je pose une question quand même. Moi, je suis quand même assez déçu. Alors, il faudra probablement le demander à Olivia Ipupa pourquoi elle s'en va en Australie. Mais moi, je me demande, est-ce que Olivia Ipupa n'est pas un peu sous-cotée en Europe? Est-ce que c'est à cause de sa taille? C'est vrai que c'est une toute petite meneuse, 1m65. Bon, on commence à être dans les tailles assez petites. On sait que dans le basket, notamment, c'est parfois un critère éliminatoire. Ça arrive. Mais vraiment, au regard de ce qu'elle diffuse sur le terrain en termes de grinta, en termes de leadership, elle a un vrai leadership en fait naturel, tout simplement, parce qu'elle emmène ses coéquipières par sa combativité, par ses gestes, par sa rage. Je trouve que c'est vraiment un leader naturel par rapport à ça. C'est une meneuse aussi, donc avoir un tempérament de leader quand on est meneuse, c'est toujours très très utile. Et puis elle a fait un super euro. Vraiment, peut-être que d'ailleurs c'était peut-être une stratégie de sa part de ne pas signer un contrat dans une nouvelle équipe avant de jouer l'euro. Et moi je trouve que c'était tout à fait payant parce qu'elle avait vraiment fait un très bel euro. On voit évidemment qu'elle fait partie des meilleures meneuses d'Europe, en tout cas au regard de cet euro. Et je trouve ça décevant. Alors peut-être qu'il y a un super contrat financier en Australie. Moi, j'ai jamais entendu ce genre de choses, mais je pense que économiquement, c'est un championnat assez performant de toute façon. L'Australie, puisqu'il y a quand même des joueuses de WNBA qui y sont, hein, Lena Mitchell et Mariana Tolo. Alors Mariana Tolo est peut-être pas en WNBA, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres joueuses de WNBA. Mais voilà, alors il n'y aurait pas forcément la place l'obligation pour Olivia Ipupa d'avoir un club français, mais un club européen qui joue soit les premiers rôles en Eurocoupe ou soit l'Euroleague. Je pense franchement qu'Olivia Ipupa pouvait prétendre à jouer dans un club d'Euroleague, ça me semble assez évident. Donc voilà, je vous pose la question, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que Olivia Ipupa est sous-cotée en Europe? Moi, je me pose vraiment la question. Hein. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas un gros club européen et ou français qui est sollicité Olivia Ipupa pour un contrat la saison prochaine. Deuxième info très très importante, le retour de Pierre Vincent sur la scène internationale. Il y a quelques années, on a assisté au retour de Pierre Vincent sur la scène européenne des clubs, hein, avec sa prise de fonction au club de Schio, le club dominant en Italie. Donc il est coach du Famila Schio depuis 2017. Et là, il vient d'être nommé coach de la sélection italienne. Et Pierre Vincent, si vous le découvrez, c'est le coach emblématique de l'équipe de France, c'est le coach des braqueuses, tout simplement. Regardez, sélectionneur des Bleus de 2008 à 2013, vainqueur de l'Euro 2009, c'est la dernière fois que la France a gagné, c'était en Lettonie en 2009, on en a suffisamment parlé, puisqu'en 2019, l'Euro avait lieu en Lettonie et en Serbie, on se disait, tiens, est-ce que c'est un signe? Bon, on a fait deuxième. Médaillé de bronze à l'Euro 2011 et à l'Euro 2013. Et argent, pardon, à l'Euro 2013. Donc c'était sa dernière compétition avec l'équipe de France. Et puis aussi la médaille d'argent au JO de 2012. Hein. Ça, c'est légendaire, avec notamment une Céline Dumerc en feu. Donc c'est les plus belles heures de l'équipe de France féminine de basket ont été écrites sous les ordres de Pierre Vincent. Donc il va prendre en main l'Italie. J'ai déjà parlé de l'Italie sur les émissions précédentes, notamment sur la dernière émission, je crois, ou sur l'avant-dernière, avec les doubles titres chez les U20 et les U18 de l'équipe d'Italie. Donc jeunesse dorée pour l'équipe d'Italie. Sous la houlette de Pierre Vincent, l'Italie va peut-être devenir une nation dangereuse les prochaines années. Affaire à suivre. Dites-moi aussi ce que vous en pensez du retour de Pierre Vincent sur la scène internationale. On avait eu François Gomez qui avait été sélectionneur de l'équipe de Suède, qui a été invité à partir d'ailleurs de façon assez étonnante. Si je fais une petite parenthèse, parce que François Gomez a quand même réussi, je crois, à être 5e ou 6e, je ne me rappelle plus. Désolé, il faudrait que je vérifie. De l'Euro, ce qui est quand même pour la Suède, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques petites années quand même. Donc plutôt une bonne performance. Et il a été remercié. Et là, on a un nouveau coach français qui va entraîner une sélection internationale, en lieu et place de l'Italie. Je vous donne des infos du Brésil.
le Brésil de Clarissa dos Santos, il y a eu les Jeux panafricains, panaméricains qui ont eu lieu, donc c'était il y a un petit peu plus d'une semaine, hein. Mais j'en avais pas parlé la dernière fois, comme là je fais un petit point sur les infos. Donc Clarissa dos Santos, la joueuse de l'Asvel, qui est aussi passée par Bourges et Charleville, a remporté les Jeux panaméricains devant les USA, Porto Rico et la Colombie. Bon, je mets pas ça comme info très très importante, puisque le Brésil déjà joue en finale contre une équipe, une équipe des États-Unis sans les joueuses de WNBA, donc une équipe qui n'est pas tout à fait les États-Unis. Porto Rico, qui doit être une équipe un peu comme les États-Unis, il y a une forte colonie de portoricains qui habitent aux États-Unis, donc probablement des joueuses d'université américaine de Porto Rico, et la Colombie qui a fini 4e. Pas des grandes nations de basket. Donc l'USA est une grande nation de basket, Porto Rico aussi, de façon intermédiaire, de façon indirecte, pardon. Mais bon, belle performance tout de même du Brésil et de Clarissa dos Santos. Et j'oublie il y a un coach adjoint je crois que c'est Virgile Lopez. Je vais vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est Virgile Lopez qui était coach adjoint de Thibaut Petit cette année au BLMA, qui est maintenant adjoint au Brésil. Donc il a un titre également. Félicitations Virgile. En parlant du BLMA, Marielle Amand, qui a fait cette saison, qui a exercé ses fonctions de pivot ailière forte au BLMA cette saison, va rejoindre La Roche-Vendée Basket Club, le club donc de Manu Body. Pour info, c'est une intérieure, vous la connaissez si vous suivez le basket féminin depuis longtemps. 11e saison pour Marielle Amand, 1m91, 29 ans, donc elle a encore des belles années devant elle. 91 sélections, s'il y en a 91 avec un S, en équipe de France. Donc 11e saison en Ligue féminine. Et puis vraiment là, c'est la première fois qu'elle fait moins de 25 matchs. La saison dernière, elle a fait juste 12 matchs. Et puis rappelez-vous, elle est revenue à la toute fin du championnat pour jouer les playoffs. Elle est revenue en demi-finale. Elle a joué quelques minutes vraiment pendant les demi-finales et un petit peu aussi pendant les finales. Donc sur les 12 matchs, il doit y avoir 3, 4, 5 matchs où elle a joué très très peu parce qu'elle revenait de blessure. Elle était complètement à court de rythme. Donc elle a vraiment fait une saison quasi blanche. Marielle Amand, avec une grosse blessure au genou qui a nécessité une opération et donc une absence pendant 5 mois. Je vais être très attentif à ça. On lui souhaite vraiment de faire une belle saison avec La Roche-Vendée. On verra. Nouvel apport intéressant pour La Roche-Vendée qui jouera la Coupe d'Europe cette année, rappelons-le. Donc l'expérience et puis les compétences de Marielle Amand peuvent tout à fait être utiles. Voilà, c'est tout pour les infos normales du basket. Et on va passer à la dernière info. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Ce week-end, on a fait un gros tournage chez WeBasket avec Frédéric Duzard et Mélissa Diawakana. Alors, je vous en dis pas trop, vous allez voir ça très bientôt, mais en tout cas, c'était vraiment super. On a passé un moment exceptionnel avec nos deux amis et on prépare une série d'énormes vidéos, énormes au niveau de la qualité. Et en fait, ce sera vraiment axé sur le plan technique. Ça va être très très technique. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous laisser avec ça. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'émission que j'ai tournée, enfin l'interview de 5 joueuses de Ligue féminine qui sont Amel Boudera, Alix Duché, Clarence Djaldi Tabdi, Maud Médenou et Pauline Littard, que vous pouvez télécharger, qui s'appelle Joue-la comme Proust. Donc, elles ont été interrogées sur leur personnalité en me basant sur le questionnaire de Proust. Vous pouvez la télécharger, vous la recevrez directement dans votre boîte email. Et en plus, derrière, moi je vous enverrai quelques petits mails pour vous informer de ce qui se passe, et notamment de ce qui se passe voilà, de ce qui va se passer très prochainement dans les semaines à venir. On va commencer à vous montrer tout ce qu'on a préparé et on est très impatient de vous montrer ça. D'ici là, hop, je vais essayer de clôturer proprement. C'est comme ça.
D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine de basket en général, de basket féminin. Alors petite parenthèse, il y a quand même tout bientôt la Coupe du Monde de basket masculine à suivre avec une équipe de France qui a l'air, en tout cas, plutôt en forme et très très passionnante, très excitante à regarder jouer avec des super joueurs quand même qui composent cette équipe de France. Il y aura aussi Giannis qui jouera pour l'équipe de Grèce. Et puis, je vais pas regarder en détail, mais probablement Nikola Jokic pour l'équipe serbe, et puis pas mal d'autres stars de NBA. Pour le coup, j'ai failli dire WNBA, c'est comme quoi la déformation, elle est forte, déformation professionnelle. Donc vraiment, le mondial du basket masculin va être passionnant à regarder. Mais au niveau du féminin, on va avoir l'Euro U16 qui va débuter là, très bientôt. Et puis, les équipes ont commencé à reprendre. D'ailleurs, Mélissa et Frédéric, qui seront tous les deux associés l'année prochaine au Castor Brenne en Belgique, reprennent l'entraînement cette semaine, comme beaucoup de clubs, de ligue féminine notamment. Donc on va commencer à reprendre la saison, on va commencer à nouveau à respirer le basket féminin. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Vive le basket féminin. Enfin, vive le basket. Et vive le basket féminin, et le masculin, et le street, et le 3-3, et l'handi basket. On n'en parle jamais, mais on devrait. Et je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt. Ciao, ciao.